La plupart de ceux qui ont écrit sur les affects et sur la manière de vivre des hommes paraissent traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont en dehors de la nature. Bien plus, ils paraissent concevoir l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car ils croient que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses actions une puissance absolue et qu'il ne se détermine d'autre part que de lui-même. Il paraît bien que le terme clé qui va être objet de débat, c'est la nature. Mais aussitôt, on se rend compte que ce terme lui-même est scindé en deux. Il y a d'une part la nature dont parle Spinoza, celle qu'il a présentée dans les deux livres précédents, c'est-à-dire la nature qui a des lois, la nature que nous connaissons, et il y a d'autre part les normes imaginées par les adversaires qui critiquent, dans lesquelles il y a des idéaux auxquels l'homme devrait être accroché et qu'il passe son temps à rater, preuve de son impuissance. Il croit qu'il a sur ses actions une puissance absolue et qu'il ne se détermine d'autre part que de lui-même. Il n'apparaît qu'une seule fois dans ses premières lignes, mais le deuxième terme de clé, c'est le terme de puissance et son opposé, l'impuissance. Qu'il a sur ses actions une puissance absolue. On pourrait penser que les gens qui prétendent cela font l'éloge de l'homme, mais pas du tout. Ils ne pensent qu'il a une puissance absolue que pour prétendre qu'il déroge à cette puissance, qu'il n'est pas à la hauteur de cette puissance. Donc l'homme apparaît comme ayant une nature idéale à laquelle il devrait se conformer, comme ayant une puissance absolue qui devrait lui permettre de se conformer, et hélas, on constate qu'en fait, il n'est pas du tout à la hauteur de sa propre nature, et il se révèle en permanence impuissant. L'idéologie à laquelle s'attaque Spinoza, c'est cette thématique, nature comme idéal, puissance absolue, c'est-à-dire en fait constatation de l'impuissance, puisqu'on n'arrive jamais à exercer absolument cette puissance, et vice, là où Spinoza au contraire voit les effets des lois, les effets des propriétés de la nature. La cause de l'impuissance et de l'inconstance humaine, il l'attribue non à la puissance commune de la nature, mais à je ne sais quel vice de la nature humaine. Aussi pleure-t-il, rit-il à son sujet, la méprise-t-il, ou, comme il advient le plus souvent, la déteste-t-il. Donc voilà 4 attitudes possibles quand on ne croit pas aux lois de la nature et qu'à la place on met une nature idéale que l'homme s'épuise perpétuellement à essayer de rejoindre et dont il est définitivement séparé. Ceux qui pleurent, ce sont sans doute les mélancoliques, ceux qui rient, ce sont les satiriques, ceux qui méprisent, ce sont peut-être les auteurs de comédie, comme Terence ou Plaute, et ceux qui détestent, ce sont évidemment les théologiens moralistes qui passent leur temps à dire à l'homme qu'il est rempli de péchés. Car on pourrait croire que Spinoza ici représente une espèce d'histoire de la philosophie morale dans laquelle il y a tous les autres d'un côté et lui tout seul en face. L'attitude est assez courante en histoire de philosophie. Mais justement non. Il dit « Il n'a cependant pas manqué d'hommes éminents, au labeur et à l'industrie desquels nous avons de voir beaucoup, qui ont écrit sur la droite conduite de la vie beaucoup de choses excellentes et ont donné aux mortels des conseils pleins de prudence. » Alors ça c'est très important parce que ça veut dire que Spinoza ne prétend pas apporter de maximes nouvelles. Il va reprendre les maximes pour la vie humaine que d'autres ont sans doute découvertes avant lui et qu'ils ont prodiguées aux hommes sous forme de conseils. Mais la nature et les forces des affects, et ce peut au contraire l'âme pour les régler, personne que je sache l'a déterminé. Ce début de la deuxième grande section de l'éthique, l'explication des affects, dit exactement la même chose que le traité politique. Il y a une expérience des affects qui est close, il y a des hommes intelligents et prudents qui ont su donner des conseils pour la vie, bien mieux que l'ont fait les moralistes ou les théologiens, mais ils n'ont pas su l'expliquer par des lois et par des causes. Donc Spinoza ne va pas montrer ce qu'il faut faire dans la vie, ça on le sait déjà, il va expliquer scientifiquement pour quelles raisons nous sommes gouvernés par les affects, et pour quelles raisons, dans certains cas, l'âme humaine, la mens,
peut arriver à les gouverner et à les modérer. Un peu plus loin dans le texte, à la fin de la 4e partie, il y a un appendice où il va énumérer un certain nombre de maximes de la vie humaine. Mais il y reprend ce qu'on trouve souvent dans la tradition morale, bien qu'il fasse un choix dans cette tradition. Simplement, entre les deux, entre cette préface de l'éthique 3 et l'appendice d'éthique 4, il va y avoir 2 parties entières dans lesquelles il aura premièrement décrit et expliqué les mécanismes des affects, et deuxièmement classé ces affects en fonction de leur utilité ou de leur inutilité pour la vie humaine, pour la concorde entre les hommes, pour la construction des cités. Donc, du début de l'éthique 3 à la fin de l'éthique 4, on voit se construire la science de la vie humaine qui va permettre de justifier, de légitimer les maximes que des hommes intelligents et prudents, des hommes éminents ici, ont édifié depuis longtemps, exactement comme les politiques ont fait connaître les moyens de gouverner la cité.